Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire technique de Créaform Ingénierie. Aujourd'hui, le sujet sera l'analyse des variations, une méthode efficace pour valider le design d'un produit. Je me présente, Martin Jonf. Certains qui sont venus au précédent webinaire me connaissent peut-être. Sinon, je vais prendre 30 secondes de m'introduire. En fait, je suis ingénieur mécanique de formation. Ça fait environ 13 ans que je travaille chez Créaform, principalement en gestion de projet, développement des affaires. Puis aujourd'hui, en fait, le présentateur principal, ça va être Marc Lépine, qui est on est chanceux aujourd'hui, on a Marc Lépine, c'est notre responsable de l'équipe de gestion dimensionnelle chez Créaform. Marc, il a un beau background, il a une maîtrise en fait en gestion dimensionnelle, donc un baccalauréat en génie mécanique. Puis il a travaillé en aéronautique et en transport là, dans les 10 dernières années. Ça fait quelques années qu'il est avec nous. Donc vraiment, aujourd'hui, on va avoir un présentateur qui a une bonne expertise, une bonne expérience, puis qui va avoir du contenu intéressant avec des bons exemples. Donc, ça va être super intéressant. Euh, le downside ou l'autre côté, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un bon contenu. Historiquement, on fait les webinaires environ 35 minutes avec une paire de questions. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de contenu. Donc, je vais passer rapidement l'agenda, mais il faut prévoir environ une bonne cinquantaine de minutes de présentation de marque. Donc, on va présenter Créaform Ingénierie pour ceux qui ne connaîtraient pas super bien Créaform Ingénierie. Je vais prendre 2 minutes. Le contexte, après ça, on va tomber plus dans le corps de la présentation, donc l'analyse de variation simple, un cas peut-être d'analyse de variation 3D, donc un peu plus complexe. Puis, on va garder la période de questions pour la fin. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez poser des questions. Moi, je vais les voir apparaître, puis je vais les préparer ou je vais les trier pour la période de questions. Donc, si vous en avez, posez-les. Vous pouvez référer même à une slide si vous voulez, puis on va prendre le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Comme ça, ceux qui veulent quitter à la fin de la présentation mais pourront quitter, puis ceux qui ont des questions pourront rester. Donc, on va essayer de rendre ça le plus efficace possible pour tout le monde. Donc, en gros, si on passe à la prochaine slide, Créaform Ingénierie, c'est quoi? Bien, Créaform Ingénierie, c'est une firme d'ingénierie, ça le dit un peu dans le nom, 185 experts techniques, qui fait partie d'une plus grosse entreprise qui s'appelle Créaform, qui a été fondée à Lévis en 2002, puis qui fait maintenant partie d'encore une plus grande famille qui s'appelle Amtech, puis on le voit de ce côté-ci de l'écran sur la vidéo, qui est une compagnie publique américaine. Donc, on fait partie d'une grande compagnie d'environ 15 000 employés. Donc, mais aujourd'hui, les gens qui présentent, donc Marc et moi, on est de Créaform Ingénierie. Puis, Créaform Ingénierie a 4 bureaux, dont 3 au Québec, là, Lévis, qui est le siège social, Laval, qui est un autre gros bureau qu'on a, puis on a Sainte-Claire, qui est un bureau un peu plus petit, au sud de Québec, dans 45 minutes. Puis, on a un bureau à Irvine, en Californie. Donc, on couvre principalement le Québec, puis un peu l'Amérique du Nord. C'est quoi que ça fait, Créaform Ingénierie? Mais en gros, ça développe des produits, puis ça aide les clients à industrialiser leurs produits. Donc, vraiment de l'idée, donc du design. On concrétise des idées, puis on peut après ça offrir une palette de services qui permet à nos clients de mettre au monde leurs produits. Donc, on parle de design industriel, de modélisation, de surface avancée pour faire des pièces qui sont belles esthétiquement, rétro-ingénierie, prototypage, mais aussi beaucoup d'ingénierie. C'est vraiment le corps de ce qu'on fait. Donc, de la mécanique, de l'électrique, de l'électronique, de l'automatisation. Puis on voit la case où c'est écrit gestion dimensionnelle à l'écran. Mais gestion dimensionnelle, on la met dans le groupe ingénierie, mais en fait, elle touche vraiment aux portions très préliminaires dans les projets, puis jusqu'aux portions industrialisation. Donc, ça touche au niveau des échéanciers dans un projet, ça touche vraiment au départ jusqu'à la fin du projet, jusqu'à même quand les produits sont en service. Puis sinon, on a notre groupe de simulation d'environ bientôt 20 personnes dans notre groupe de simulation qui fait que de la simulation structurelle et de la dynamique des fluides. Puis des protocoles de test d'essai aussi pour qualifier des matériaux puis tout ça, donc dans le cadre des analyses de simulation qu'on fait. Donc ça donne un overview de ce qu'on fait. Puis en fait, Marc, c'est vraiment la portion gestion dimensionnelle aujourd'hui qu'on va s'attarder. Puis pour ceux qui étaient là, qui ont fait les autres webinaires, ben là, on fait juste rappeler on a donné 2 webinaires dans la même série, c'est-à-dire en gestion dimensionnelle. Donc le premier qui était un peu plus qui expliquait un peu les 6 grandes fonctions, si on veut, dans la gestion dimensionnelle, puis le deuxième qui était vraiment comment définir un système d'atomes fonctionnels. Donc, un peu, on est parti avec la base, puis là, on avance avec les commentaires qu'on reçoit vers ce que les gens voudraient voir, puis aujourd'hui, on va s'attaquer plus à l'analyse variationnelle. Puis, si vous n'avez pas vu les 2 premiers, vous pouvez aller sur notre site web, les 2 vidéos, là, en ce moment, on est enregistré, ils sont disponibles, donc vous pourrez voir le contenu pour vous former, parce qu'il y a quand même du contenu vraiment instructif là-dedans. Donc, puis la vidéo d'aujourd'hui aussi va être enregistrée, puis va être mise sur notre site web. Donc,
ça va rester disponible par la suite. Donc, des fois, si vous avez manqué un petit bout ou c'est pas plus grave que ça, dites-vous que ça va être disponible par après. Vous allez pouvoir avancer la vidéo au slide que vous voulez vraiment voir. Donc, à partir de là, je vais laisser la parole à Marc Lépine qui va vous faire une belle présentation aujourd'hui. Donc, bonne présentation, Marc. Ouais, merci Martin pour l'introduction. Puis j'en profite, là, je ne suis pas sûr que tu l'as dit, tu l'as mentionné, Martin, à la fin du webinaire, là, vous allez recevoir un sondage. Là, puis si vous avez un peu de temps pour le remplir, c'est vraiment très apprécié. Là, puis les derniers, justement, on a eu beaucoup de commentaires ou même des questions, puis ça nous permet un peu d'orienter les prochains webinaires. Puis l'analyse de variation, justement, il y avait, par rapport aux 2 derniers webinaires, il y avait eu beaucoup de questions du genre comment j'ai fait une tolérance logique, comment est-ce qu'on peut mettre des tolérances plus larges sur mon assemblage sans affecter la fonctionnalité. Puis il y avait quand même aussi quelques remarques, on voyait qu'il y avait un intérêt là, à avoir, je veux dire, plus d'exemples sur l'analyse des variances sur les chaînes de cas. C'est un peu pour ça qu'on a décidé de tout de suite parler d'analyse de variation durant nos webinaires. Analyse de variation, là, le terme le dit, là, mais l'intérêt de ça, c'est vraiment d'aller voir comment est-ce que mon produit ou mon assemblage va réagir aux erreurs de fabrication des pièces. Ce que vous voyez à l'écran, je veux dire, pour moi, c'est une belle définition, on va dire tape à l'œil, un beau grand terme, mais les images qui me viennent en tête, c'est un peu plus ce que vous voyez à l'écran. Ça va peut-être rappeler des souvenirs d'école à certains d'entre vous, là. Mais en gros, c'est faire des chaînes de code. Fait que, dit comme ça, c'est un peu moins attrayant. Mais quand on l'applique sur un produit réel ou un assemblage qui doit se monter sur une ligne de production, ça devient quand même pas mal plus intéressant. Ça devient un bon défi aussi en même temps. Puis, c'est sûr qu'il y a un niveau de complexité qui vient avec ça, fait qu'on pourrait se poser la question pourquoi je ferais une chaîne de code, ça vaut-tu vraiment la peine de faire ça? Nous, on voit 2 vraiment bénéfices intéressants de faire ça. C'est la base pour définir le requis fonctionnel de qu'est-ce qu'on a besoin sur nos pièces. Donc, on ne va pas vouloir mettre des tolérances serrées partout, ça va augmenter le prix pour rien. On va vraiment pouvoir venir cibler quelles sont les tolérances qui sont vraiment importantes pour mon produit. Ça, l'analyse de variation sert à ça. Puis le deuxième volet intéressant, c'est quand on le fait, je vais dire, durant le développement, on le fait évoluer avec la conception du produit, c'est que ça nous permet d'identifier des problèmes très tôt, je vais dire des problèmes d'assemblage potentiels très tôt dans le processus, puis on peut optimiser le design dès le départ. Je fais un parallèle un peu là, vers un autre domaine là, qui est l'analyse par élément fini. L'analyse par élément fini, en fait, ce que ça fait, on a quelque chose de valider la résistance d'une pièce, d'une structure ou d'un produit complet avant de le tester, avant de l'avoir physiquement. Fait, le processus, c'est quoi? Bien, on vient définir des inputs, je veux dire, on vient définir un matériel, on vient définir un certain maillage qui va nous donner les liens qui entre les pièces, les joints qui entre les pièces. On va définir des load cases, des chargements sur ce modèle-là. En plus, on va prendre ces inputs-là, on va lancer ça dans un modèle numérique où est-ce qu'on va voir comment est-ce que la pièce réagit à ces conditions-là. Puis s'il y a des problèmes, il y a des failures, on va pouvoir réagir, on va pouvoir dire, OK, je vais améliorer le concept, je vais modifier une géométrie, je vais changer une section de tube, je vais changer de matériel, je vais changer quelque chose avant de commander ou de finir la conception, puis éventuellement avoir un très bon niveau de confiance que le test physique ou que l'utilisation physique va fonctionner. Et ça, je vais faire le parallèle parce que d'un point pour l'analyse des variations, je vais dire, le processus se ressemble. En fait, l'analyse des variations, on veut en quelque sorte valider l'assemblage avant d'avoir les vraies pièces qui sont sur la ligne de prod en bas, tout ce qu'on veut. Donc, tu sais, on conserve, je ne vais pas dire une phase de définition des inputs, les intrants à cette analyse-là, c'est quoi? Bien, ça nous prend, c'est quoi les pièces avec les matériaux de procédés de fabrication, par contre. Fait, lié à ça vient la notion de capacité des procédés, donc probablement des tolérances. Il faut définir un peu une méthode de montage, comment est-ce que c'est monté ce produit-là. Puis surtout, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on veut analyser, quels sont les requis importants. Fait que, on va prendre ces inputs-là, on va modéliser tout ça
dans un modèle, puis on va encore une fois faire, on va simuler, je vais dire, l'assemblage des pièces. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu je pense que tout le monde a un peu déjà vu ça, là, les fameux résultats worst case statistiques, je vais revenir plus tard, mais la simulation ou le cumul de tolérance va nous donner des résultats qu'on va pouvoir interpréter. Et s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, qui sortent hors de nos requis, on va pouvoir réagir tout de suite. Ensuite, on va dire, est-ce que j'améliore mon concept en, je vais dire, changeant le design? Est-ce que je change la méthode de montage? Est-ce que je change les tolérances? On peut vraiment venir corriger ça très tôt lors de la conception, avant de faire l'assemblage et de tester cet assemblage-là sur la ligne en vrai. Maintenant, si on tombe plus dans le vif du sujet, là, comment est-ce qu'on peut faire ça, cette optimisation-là? En termes d'analyse des variations, il existe vraiment plusieurs outils. J'essayais de mettre un peu du plus simple au plus complexe. Là. Il y en a un là, qui est les fameux calculs d'attache. C'est un calcul relativement simple, mais c'est surtout pour des assemblages boulonnés, là, plaque sur plaque, je dirais, là, de deux pièces l'une sur l'autre. C'est assez simple, je ne passerai pas là-dedans dans le webinaire aujourd'hui. Puis l'autre extrême, je vais dire, c'est l'analyse 3D, qui est comme vraiment, je vais dire, les analyses, disons, les plus poussées aujourd'hui en termes d'analyse des variations. Mais il y a celle au milieu, là, qui est l'analyse des variations simples, la bonne vieille chaîne de cote 1D, là, qui est vraiment intéressante, là, qui peut être appliquée un peu partout, qui est super accessible pour, je dirais, la plupart des ingénieurs ou concepteurs mécaniques connaissent ça ou en ont déjà fait ou du moins ont déjà reçu un peu de formation là-dessus. C'est hyper rapide, puis c'est flexible dans le sens qu'on peut l'appliquer à pratiquement tout type d'assemblage. C'est vraiment cet outil-là que je vais présenter durant le webinaire. Puis, par contre, avant de se lancer là-dedans, juste pour le bienfait aussi de tout le monde sur la ligne, là, il y a deux infos qu'il faut un peu savoir là, avant de se lancer dans les analyses de chaîne de cote. Là. Première info, je l'ai dit un peu tantôt, là, mais comment est-ce que c'est assemblé? C'est super important. Pour, je vais dire, certaines entreprises, certains endroits, la personne qui fait la conception du produit, c'est quasiment une évidence, là, mais dans d'autres endroits où est-ce que c'est des plus grandes entreprises, exemple, ce qui se passe un peu, la manière que c'est monté sur la ligne n'est pas toujours reflétée, je dirais, d'un point de vue ingénierie, puis de comprendre que les deux se parlent. Il faut vraiment venir comprendre comment on pense monter le produit sur la ligne. Est-ce qu'il va y avoir des jigs? Est-ce qu'il va y avoir des ajustements? Est-ce que vous voyez un peu le genre de questions qu'il faut aller creuser? Mais en fait, là, pour le bénéfice de tout le monde, pour l'exemple d'aujourd'hui, on conserve notre exemple qu'on avait sur les deux premiers webinaires, là, qui est une suspension de véhicule. Les liens entre les pièces, en gros, on a un châssis jaune, là, qui est la pièce principale, sous lequel vient se boulonner un sous-châssis directement. Puis ensuite de ça, on viendrait, je vais dire, installer la pièce du bas, qui est la pièce, le bras inférieur rouge. Là. On vient le boulonner sur notre sous-châssis, sur lequel après ça, on vient installer le knuckle. J'ai pas le terme français en tête, là, désolé, mais le knuckle serait la pièce brun-beige qui vient venir supporter notre roue. Mais avant ça, ce qu'on va venir installer, c'est notre bras supérieur là, qui va venir un peu barrer l'orientation de du knuckle. Puis après ça, finalement, vers le bas, on a bien sûr l'axe de roue là, qui vient s'insérer, puis sur lequel finalement on vient installer le moyeu là, qui va venir, sur lequel la roue vient se monter. Juste d'avoir ces interactions-là, un peu la séquence, puis de savoir quels sont les degrés de liberté qui sont bloqués, c'est primordial pour commencer une chaîne de code. La deuxième info, je dirais, qui est vraiment nécessaire là, avant de se lancer avant de se dire je vais analyser tout mon assemblage, il faut vraiment essayer de focusser sur c'est lesquels les requis, disons, problématiques qu'on voit qui sont vraiment importantes à analyser. Par exemple, là, si on met un peu de contexte derrière cet exemple-là, disons que sur la ligne d'assemblage, ce qu'on vise, c'est un assemblage vraiment pièce sur pièce. Là. Je ne veux pas d'ajustement. Puis quand mon véhicule arrive en fin de ligne, puis que je vérifie, je vais dire, les alignements de roues, ben, je veux que ce soit bon. Je veux pas avoir un gabarit ou quelqu'un sur, disons, la ligne,
qui vient ajuster mon bras supérieur. Par exemple, on veut vraiment évaluer ce requis-là. Donc, c'est vraiment de lister, disons, les requis critiques, puis le DM va vraiment venir se focusser sur ces requis-là de produits finaux, je veux dire. Pas des requis d'installation, aussi des requis d'assemblage. Je voulais juste faire un parallèle là-dessus, mais pour l'exemple, disons qu'on focus sur un requis relativement simple, je vais dire, mais vous allez voir, ça se complexifie quand même assez rapidement. Là. Disons qu'on prend le requis de position en Y, là, disons, de la roue. T'sais, on vise, disons, un plus ou moins 4 mm par rapport au centre du châssis. Déjà là, cette slide-là, je la regarde, puis déjà, il y a un problème. La distance est correcte, là, le requis est clair. Ce qu'on ne sait pas, c'est quoi le centre du châssis. Vous voyez un peu là, la ligne, elle passe par le centre de 3 trous, là, 2 trous sur le châssis principal, puis un trou en haut sur le sous-châssis. C'est important, je veux dire, d'y aller, de s'accrocher sur vraiment, c'est quoi l'élément physique, là? Dans le sens que on peut, si on avait les pièces réelles, on est capable de descendre en bas et de dire, OK, oui, l'élément de référence pour vérifier au final cette dimension-là, c'est ce trou-là. Ça sera, en quelque sorte, ça serait comme le trou d'outillage sur lequel l'instrument de mesure pour vérifier le requis qui est là, sur lequel il vient s'accrocher, c'est de lui qu'il faut partir. Et puis, je vais essayer de mettre ça m'amène un peu à parler de règles de base pour faire les chaînes de cote. J'en ai une ici que j'ai mis. Là. Une qui est super importante, c'est toujours s'accrocher sur des éléments physiques, puis je rajouterais même des éléments physiques fonctionnels. Un élément qui sert à quelque chose. Si c'est un élément qui peut utiliser, un truc qui peut utiliser, bien, déjà là, on va perdre un peu de précision, je dirais, dans les résultats de l'analyse. Donc, toujours s'accrocher sur des éléments physiques, comme je disais, pour autant définir les requis que pour faire les maillons de chaîne de cote. Fait que l'idée de la chaîne de cas, si on commence tranquillement, je garde mon requis à droite, là, pour vous donner une vue d'ensemble, mais l'idée, c'est de trouver le chemin je vais dire que je prends le point de départ de mon requis, là, qui est montré dans mon châssis, je veux trouver le lien physique ou le chemin qui m'amène jusqu'à la fin de mon requis. Donc, je vais devoir passer une à une au travers de mes pièces, puis tranquillement, pas vite, ben, sortir chacun des éléments ou des features qui affectent ce requis-là. Le premier élément, si on point de départ, bien sûr, c'est sur le châssis, ben, on va aller chercher, on a un sous-châssis qui vient se boulonner sur ce châssis-là. Nos trous de fixation, en fait, vont venir définir un peu la position de mon sous-châssis. Donc, j'ai déjà un premier élément. J'ai une notion de position qui vient de se créer entre les trous de fixation et ma référence, disons, Y de mon sous-châssis. Déjà là, on peut déjà commencer à penser au type de tolérance. On va parler d'une tolérance de position, fort probablement, mais on peut tout de suite commencer aussi à penser à quel genre de tolérance est-ce que je peux m'attendre là-dessus. C'est là que l'information de quel type de procédé de fabrication est-ce que j'ai mon fournisseur m'a déjà donné à la limite des capacités préliminaires que je peux utiliser. C'est là que je vais venir utiliser ces informations-là. Par exemple, si on a un châssis mécano-soudé, il ne faut pas s'attendre à de la haute précision. Il ne faut pas s'attendre à, je vais dire, quelques dixièmes de millimètres de variation, à moins qu'on vienne machiner ces trous-là par la suite, mais ça va affecter le prix. Idéalement, on va essayer de conserver la capacité des procédés le plus possible, puis on va y aller avec une tolérance, disons, qu'on est confiant, qu'on est capable de rencontrer. Éventuellement, quand on va faire l'analyse complète, si on voit que, disons, notre requis n'est pas respecté ou que je suis proche de ne pas le respecter, ben, il va falloir un peu venir raffiner ces tolérances-là, là où on peut. C'est un peu comme ça, je dirais, qu'on vient mettre un premier chiffre. Exemple, pour celui-là, on parle de plus ou moins 1,5 mm. Justement, à cause que c'est du mécano-soudé, ce ne sera pas de la haute précision, disons. Basé là-dessus, là, ça peut paraître évident, là, mais il y a une deuxième règle là, qui vient d'apparaître, c'est que quand je suis sur une pièce et que je veux passer d'un élément à l'autre, comme on vient de faire, il faut toujours considérer qu'il y a une erreur entre les deux éléments, toujours une tolérance. C'est permis de faire certaines hypothèses, là, disons qu'on sait que j'ai un élément qui est très, très précis, justement parce que c'est machiné ou que puis ça va, disons, par rapport aux autres tolérances, ça va très peu affecter mon requis. On peut le négliger dans certains cas, mais c'est assez rare là, quand on est sur une même pièce. En gros, on vient de définir notre premier maillon. Si je m'en vais au suivant, on tombe un peu dans
dans le trou du châssis, puis je vais passer vers mon sous-châssis. Donc, c'est là que c'est important un peu de voir quelle est la relation entre les deux pièces. Si vous voyez un peu la vue de section au centre, là, vous n'avez pas le détail complet, là, mais dans le châssis, ce qu'on a, en fait, c'est un trou qui va venir accueillir une brive note dans lequel il faut être boulonné un boulon M10. Puis sur notre sous-châssis, on a un trou, disons, de 12 mm, qui nous donne un 2 mm de jeu sur le diamètre. C'est là que, en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est je veux passer dans mon chemin pour me rendre à la fin de mon vie, je veux passer d'une pièce à l'autre. Et pour passer d'une pièce à l'autre, encore là, c'est qu'il faut venir considérer l'erreur possible qu'il peut y avoir lors de l'installation de cette pièce-là. Si j'ai du jeu dans mon trou, c'est possible, exemple, que mon châssis se tasse complètement, disons, vers la topate de l'ordre de 1 mm, parce que j'ai un jeu de 2 mm sur mon diamètre, ou vers l'intérieur du véhicule. J'ai comme une variation de plus ou moins 1 mm qui se crée juste par le jeu qu'il y a entre mes pièces. Et ça m'amène un peu à amener une troisième règle de base, je dirais. Là. Si on veut sauter d'une pièce à l'autre, ça prend, je vais dire, un lien physique. Exemple, le plus simple exemple, c'est quand on a contact entre les deux pièces, contact physique, datum à datum, ben, c'est assez facile, mon lien est direct. Quand j'ai un trou comme ça, ben, le lien pour sauter d'une surface à l'autre, il faut que je passe par un jeu, fait que je vais devoir considérer la variation qui vient avec. Il y en a d'autres exemples que c'est un peu moins évident, là, surtout quand on ne le voit pas au CAD. Là. Exemple, disons, 3 panneaux de finition, j'en ai un au centre qui flotte entre les deux. Là, bon, ça existe, là, mais c'est qu'en réalité, sur la ligne d'assemblage, j'ai un opérateur qui vient, disons, le centrer visuellement entre deux panneaux. Ben, mon lien physique dans le cadre, il n'existe pas. Mais en réalité, le lien physique, c'est l'erreur que l'opérateur va faire pour aligner ce panneau-là. Fait que je vais devoir considérer cette variation-là dans ma chaîne de code. Si j'ai une jig, exemple, un gabarit qui me permet de fixer un gap, bien, dans ma chaîne de code, je vais avoir un maillon qui s'appelle gabarit, puis ce gabarit-là va aussi avoir une variation. Il faut faire attention, des fois, dans le cadre, il n'y a pas toutes les informations. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre comment ça va être monté, le produit comme tel. Fait qu'on est rendu un peu sur notre châssis. Le prochain élément, on veut s'en aller vers, disons, les points de montage du bras inférieur. Donc là, on veut passer du trou de référence jusqu'à les trous qui sont dans les petites braquettes, là, dans les petits œillets, disons. Encore là, je vais me raccrocher vers, OK, c'est quel genre de procédé qu'on a. On a une pièce quand même complexe, un procédé mécano-soudé. On n'aura pas vraiment de grande précision sur la position de ces trous-là. On va mettre une tolérance en conséquence. Ici, on va parler d'un plus ou moins 1 mm. Là, ici, là, il y a comme un élément de complexité, disons. Là, notre bras inférieur, là, en réalité, il se positionne par deux points de fixation. On a un joint rotulé à l'avant, on a un joint rotulé à l'arrière. Il y a deux braquettes en réalité. Et là, on pourrait se poser la question, OK, ouais, mais je passe par quel élément? Je passe par celui du devant, je passe par celui du derrière. En fait, pour l'analyse simple, là, disons que, je vais dire comme ça, disons qu'on passe par les deux. Dans le sens que le scénario qu'on est en train de regarder, c'est, disons que mes deux points de montage, les deux sont à plus 1 en même temps. Ben, ce que ça va faire comme effet, c'est que ça va pousser mon knuckle, disons, de plus 1 vers l'extérieur du véhicule ou de moins 1 vers l'intérieur du véhicule. Fait que ça, c'est l'analyse simple permet de faire ça. Exemple, si on voudrait raffiner le modèle, puis on dit, ouais, mais mon alignement entre mes deux points de montage, il y a une erreur. C'est possible de le faire. Mais là, on va retomber un peu dans les effets 2D là, ou les effets de projection. J'ai quelques exemples, on va y revenir. C'est possible de les intégrer, mais c'est un peu plus compliqué, comme je disais. Donc voilà pour la tolérance au niveau du châssis. Là, vous commencez à voir un peu le pattern. On va faire ça un peu pour chacun des éléments. Là, disons, je tombe sur l'assemblage de mon bras inférieur sur mon sous-châssis. Je vais éventuellement probablement avoir un jeu, mais c'est correct aussi de faire certaines hypothèses. Par exemple, ici, c'est là que je trouve que l'analyse peut être faite très tôt dans le design, là, dans le sens qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir exactement c'est quoi l'élément qui va s'en venir là. Je sais qu'il va y avoir une shoulder bolt avec des bushings qui va venir centrer tout ça ensemble. Puis pour ce type d'assemblage-là, le jeu va être très petit.
voire négligeable. Je veux dire, ça tient la suspension du véhicule. Là. Donc, on veut avoir quelque chose de très, très petit. Fait que c'est correct de faire certaines hypothèses aussi. Comme point de départ, on pourrait dire, parfait, je néglige ce jeu-là. Je vais quand même lister l'élément dans ma chaîne de code. Puis, c'est exemple plus tard, quand je vais avoir l'information de, OK, oui, ma chose de bord, tel diamètre avec telle tolérance, mes bushings, voici. Puis j'ai un jeu, disons, de, je sais pas, 0,01 mm ou 0,1 mm. Je pourrais l'intégrer si je veux, puis si je le vois nécessaire. Fait que je vais lister ce jeu-là quand même dans ma chaîne de code. Là, on va descendre ça tranquillement, encore une fois, là, je tombe sur mon bras inférieur. Bon, ben, je vais avoir une position de mon joint rotulé à l'avant. Puis là, vous voyez, la tolérance commence à réduire. Là. Au début, j'étais sur le châssis, j'avais une tolérance de plus ou moins 1,5. C'est quand même une pièce plus grande, mécano-soudée. Précision risque d'être plus difficile à atteindre. Ensuite de ça, on a été sur le sous-châssis, j'avais un plus ou moins 1. C'était une dimension quand même petite, là, disons, là, très, très locale. Là, je tombe sur mon bras, ben, quand même, ça reste du mécano-soudé. C'est une pièce quand même beaucoup plus petite qui risque d'être plus facile à fabriquer. Donc, basé sur l'information des capacités de procédé, je peux essayer de réduire les tolérances tranquillement. Fait que si on a donné un plus ou moins 0,75 par exemple. Donc là, après ça, je continue, je m'en viens sur le jeu dans mon joint rotulé. Encore là, je vais faire l'hypothèse qu'un joint rotulé, mais c'est hyper serré, il n'y a pratiquement pas de jeu là-dedans, je vais négliger ce jeu-là. Puis là, ben, vous voyez, je tombe sur mon knuckle. Donc là, il y a un lien à faire entre, ça devient plus complexe, là. Il y a un lien à faire entre, disons, le point de fixation du joint rotulé et, je veux dire, la phase d'appui de l'axe de roue qui est dans le bas. Ça, c'est une pièce qui est machinée. On va venir mettre une tolérance qui vient avec un procédé de machinage. Puis pour l'instant, on va la garder vraiment linéaire. Ce qu'on veut vraiment avoir, c'est que la variation entre ces deux points-là doit être de plus ou moins 0,2. Puis quand on va venir traduire tout ça en GDNT, c'est là qu'on, dépendamment de où est-ce qu'on met le datum, c'est là que la tolérance va voir le jour, si je peux dire ça comme ça. Fait que, on a un plus ou moins 0,2 ici. Ensuite de ça, je continue mon chemin. Vous voyez, je rentre sur l'axe, je suis accroché sur mon axe de roue, là, qui a un épaulement dans mon knuckle. C'est une pièce, exemple, tournée. Je vais avoir un plus ou moins 0,1 mm sur sa longueur, par exemple, jusqu'à ma phase d'appui de mon moyeu, je vais dire. Puis là, je vais avoir une tolérance de mon moyeu comme tel. Pour les pièces achetées, exemple, un moyeu comme ça, souvent, c'est pas fabriqué, là, ça peut être une pièce achetée. C'est important je vais dire, si on a l'info du dessin 2D là, avec la tolérance, c'est le meilleur point de départ là, pour mettre la tolérance qu'on a là. La difficulté souvent avec ces dessins-là, c'est qu'on n'a pas la cote qu'on veut. Exemple, sur ce moyeu-là, là, le dessin 2D du moyeu, je pourrais avoir une référence complètement dans le bout, là, complètement dans le bout du moyeu ici, puis je vais avoir une dimension de cette surface-là jusqu'à ma surface de montage de roue et aussi une dimension de là jusqu'à ma surface d'appui à moi qui m'intéresse. Fait que pour aller évaluer la variation qui nous intéresse, ben, je vais un peu faire le stack-up interne au moyeu comme tel. Là, je vais additionner les deux variations là, pour vraiment avoir quelque chose qui représente, disons, la réalité du moyeu. Autant que possible, là, si on est capable d'avoir les dessins 2D, c'est super intéressant de les intégrer tout. En fait, en gros, on est rendu sur notre requis au point d'arrivée. Si je récapitule, là, c'est un requis relativement simple, mais on a quand même 9 éléments. Puis, éléments linéaires, là, disons, assez simples. Puis, quand on regarde l'assemblage qu'on a là, on le voit de façon assez évidente là, il y a des effets de rotation dans cet assemblage-là. Des effets 2D, je vais dire. C'est le premier que je vois là, rapidement. Là. Exemple, nos bras sont en angle. Exemple, la dimension de mon bras inférieur, ben, je suis à 12 degrés, puis sur le dessin, le détail de ce bras-là, ben, la dimension que je vais donner, la tolérance que je vais donner va probablement être dans le plan du bras et non pas dans le plan de mon requis. Donc, je vais devoir venir considérer, je peux venir considérer un peu cet effet-là. Par exemple, j'ai une tolérance, on a dit tantôt, de plus ou moins 0,75.
ben, je sais que c'est à 12 degrés, donc l'effet réel que je vais avoir sur mon requis qui est dans la direction YE, ce ne sera pas du 1 pour 1. Puis il y a une notion de poids qui apparaît ici. Ici, on est très proche du 1, c'était vraiment pour l'exemple. Exemple, à cause de l'angle, ben, mon effet réel va être de plus ou moins 0,73 sur mon requis. Un autre exemple, il y en a beaucoup d'effets dans celui-là. Un autre exemple, celui-là un peu plus compliqué. On voit que l'effet du bras supérieur, ben, il y a un impact sur mon requis. Si mon bras supérieur, le bras bleu, est plus court, ben, je vais venir tirer sur mon knuckle qui va chercher à tourner autour de mon ball joint inférieur. Puis ça va venir projeter, la variation va se projeter dans le bas sur ma position en Y. Donc, cette tolérance-là aussi a un effet. Et en plus, mon bras est également en angle. J'ai deux effets sur mon requis. Donc, si je mets le même genre de tolérance, disons plus ou moins 0,75 sur la variation de ce bras-là, ben, l'effet réel que je vais avoir sur mon requis, c'est de 0,89 parce qu'à cause de l'effet de projection, à cause de l'angle, j'ai un poids de 1,18. Donc, je viens multiplier l'effet de ma tolérance. Donc, un coup que je vais essayer de capturer ces effets-là, puis que je suis satisfait de mon modèle, je vais pouvoir venir les ajouter dans mon tableau. Puis c'est là souvent que dans les fichiers, on en a tous un fichier Excel là, de stack-up, la colonne tolérance, là, ça, tout le monde c'est assez clair. La colonne poids, là, souvent, elle est existante, mais c'est exactement ça que ça fait, c'est de rapporter les effets directement sur le requis. Donc, toutes les dimensions, je vais dire, qui sont dans la direction de mon requis, ici en Y pur, vont avoir un poids de 1. Puis ceux qui ont un effet autre, par exemple, l'angle de mon bras inférieur, ben, je vais avoir 1,98 qui vient d'apparaître. Mon bras supérieur, je l'ai ajouté dans ma liste, mais j'ai un effet de 1,18 sur mon requis. Fait que quand je vais avoir, disons, fait mon modèle, puis que je suis satisfait de mon modèle, que j'ai capturé la majorité des effets, je vais pouvoir venir additionner ces effets-là, puis voir quel est le résultat sur mon requis. C'est là que, bon, il y a plusieurs manières de l'additionner. Je prends mon tableau, je vais lancer ça dans un calculateur ou un tableur, peu importe, puis je vais sortir des résultats. Le premier, là, le plus connu, le worst case. Worst case, ça le dit, c'est le pire scénario, c'est le scénario un peu pessimiste. C'est qu'est-ce qui arrive si toutes mes pièces arrivent aux limites de leur tolérance en même temps, puis dans la même direction. Par exemple, toutes mes pièces sont en plus, ben voici ma roue va être à telle valeur. Toutes mes pièces sont en moins en même temps, voici ma roue va être à telle autre valeur. C'est le scénario, disons, vraiment, vraiment pessimiste. Je descends complètement en bas là, vers le statistique. Le statistique, lui, ce qu'il dit, en fait, ben, ça reflète un peu ce qui se passe en vraie vie. Là. En vraie vie, il y a comme une notion de statistique là-dedans, aléatoire, je veux dire. Ça va être très rare que toutes mes pièces vont arriver à la limite de leur tolérance en même temps. Fait que pour aller chercher cet effet de hasard-là, la somme statistique sert un peu à ça. L'hypothèse derrière ça, par contre, c'est que toutes mes, disons, je prends ma dimension sur mon châssis critique, mais ça me dit que cette dimension-là, je veux dire, elle est normalement proche du nominal. C'est pour ça que j'ai amené le terme normalement, parce que c'est la courbe normale d'habitude qui est utilisée. Là. Donc, je vais en avoir beaucoup proche du nominal, je vais en avoir très peu éloigné. Fait que je vais avoir des résultats un peu meilleurs, disons très meilleurs, quand je vais venir cumuler tout ça ensemble. L'hypothèse derrière ça aussi, par contre, c'est que le procédé est centré sur le nominal, ce qui n'est pas toujours la réalité. Par exemple, un procédé de soudage, souvent tu as du retrait, ta dimension va toujours être plus d'un côté que de l'autre, toujours plus vers le minimum, exemple, ou tu as certains autres procédés que ça va être toujours plus vers le maximum. Bien, le statistique expansé, c'est un peu pour ça qui est là. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient multiplier le résultat statistique par un facteur qui vient un peu prendre en compte les biais dans les procédés. Le 1.5, disons, c'est la valeur connue. Là, quand on regarde un peu dans les livres, la nomenclature, peu importe, c'est assez répandu, mais ça peut s'adapter, ce facteur-là. Mais disons que c'est la valeur de base là, pour les analyses. Donc, si je lance ça je fais ces calculs-là, je prends mon exemple,
puis que je viens cumuler mes tolérances, bien, sur notre exemple, on a un plus ou moins 5,6 mm, disons, worst case. On a un plus ou moins 3,6 au niveau statistique expansif, on a un plus ou moins 2,4 au niveau statistique. Tu sais, la manière de l'interpréter, là, c'est. Comme moi, je vois ça. On ne respecte pas le requis au worst case, mais on ne le respecte pas, disons, on le respecte 99,73 du temps environ, en fonction de l'intervalle statistique qu'on utilise. Là. 99,73 du temps, si on considère en plus une erreur dans le procédé léger, je rentre dans plus ou moins 3,6. C'est pour ça qu'il faut quand même beaucoup relativiser avec les résultats. On a quand même, c'est important d'avoir les deux résultats souvent un sur l'autre. Si le worst case est bon, je ne suis pas inquiète, ça va passer. Si le worst case n'est pas bon, mais le statistique est bon, quand même, c'est peut-être acceptable. Il ne faut pas non plus faut pas non plus dire que c'est pas bon, il faut absolument corriger. Si les deux sont pas bons, là, on prend quand même un risque sérieux. Idéalement, c'est au minimum d'avoir un statistique expansé qui est bon. Pour les requis, disons, vraiment critiques, où est-ce qu'on veut vraiment pas prendre de chance, ben là, c'est là qu'on va venir travailler, essayer de retravailler les résultats pour qu'on ait du vert partout. Ça dépend vraiment, je vais dire, de la criticité du requis, puis ça peut même dépendre des cadences de production. Par exemple, si j'en ai un de pas bon sur 400, qui est à peu près le ratio là, pour le 99,73 %, puis que je produis, je ne sais pas, moi, un véhicule par jour, ben, je vais en avoir un de pas bon à peu près par année. Fait que faut quand même relativiser en fonction de la réalité, je vais dire. Mais mettons qu'on veut vraiment pas prendre le risque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ce plus ou moins 5,6 là? On tombe un peu dans l'optimisation que je parlais tantôt. Là. En fait, il y a 3 options. Je résume ça simplement ici, là, mais première option là, qui est, disons, la plus facile, mais il faut être très prudent, c'est qu'on va changer les tolérances. Au début, je disais, OK, je vais mettre des tolérances peut-être un peu plus larges, puis si je vois que ça ne marche pas, je vais essayer de raffiner. Je vais pouvoir essayer de raffiner mes tolérances qui sont ici, mais il faut faire attention de ne pas tomber en dessous de la capacité des procédés. Par exemple, si on vise d'avoir, disons, un châssis mécano-soudé, j'ai des tubes, disons, découpés laser, mes trous sont déjà faits dedans, je mets mes tubes ensemble, je viens souder. Ben, il ne faudrait pas non plus descendre la tolérance à un point tel que, OK, mes trous, finalement, il faut que j'ai machine après soudage. Sinon, on change complètement le genre de pièce qu'on va avoir, puis le coût va augmenter de beaucoup. Fait qu'on peut réduire, mais il faut faire attention, comme je disais, de ne pas mettre la capacité du procédé à risque. Deuxième option, on peut changer le design. L'exemple ici là, qui vient pour notre cas, j'ai un jeu là, entre le trou du sous-châssis et le châssis. Ben, ce jeu-là, il est dans ma liste de tolérance, puis il affecte mon requis. Est-ce qu'on peut réduire ce jeu-là sans affecter d'autres requis? Donc, exemple, si c'est le cas, ben, on peut par exemple dire, ben, parfait, mon trou, je vais le réduire à 11, je vais avoir un plus ou moins 1,5. Je viens de sauver 1,5 mm au niveau de la variation. Troisième élément que je peux travailler, c'est au niveau de la méthode de montage. OK, bon, ben, on voulait tantôt, OK, regardez, on faisait aucun ajustement sur la ligne. On pense que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut se rajouter un ajustement sur le bras supérieur que je vais être capable de mettre je vais dire, la dimension du bras va devenir très précise. Je vais l'ajuster, par exemple, dans un gabarit, puis je vais sauver la variation. Donc là, c'est là que la discussion commence. OK, exemple, je ne veux pas d'ajustement sur ma ligne finale, mais est-ce que je peux quand même prévoir des ajustements sur mon bras, puis c'est le fournisseur qui fait l'ajustement, ou je les mets là, je les positionne, je mets l'ajustement, je positionne mes points de montage sans trop grande précision. Puis si jamais ça ne marche pas sur ma ligne finale, ben là, je l'ajuste au besoin. Le ratio tantôt de non-conformité était le risque n'était pas élevé. Fait que ça se discute un peu l'optimisation. Puis ça peut être, disons, les trois en même temps. Ça peut être, OK, changer de tolérance ou je change la tolérance et la méthode. Il y a quand même une balance à atteindre pour, je vais dire, rendre le requis conforme. Fait que le process qu'on vient de faire là, c'est pour chaque stack-up, pour chaque requis est un peu à faire. Puis quand l'ensemble de mes requis sont acceptables, ben c'est là que je vais être prêt, je vais dire, à utiliser ces valeurs de tolérance, ces valeurs de variation-là pour définir le GDNT. Je vais prendre la valeur, puis je vais pouvoir venir écrire le GDNT exemple, sur mon dessin de sous-châssis, sur mon dessin de châssis, sur l'ensemble de mes dessins.
Donc, si je récapitule rapidement là, au niveau de l'analyse 1D, là, les avantages, là, je le répète, c'est hyper accessible, là, avec un peu de savoir-faire. Tout le monde est un peu de coaching des fois, là, tout le monde est capable de le faire. Puis les gens qui connaissent l'assemblage sont les mieux placés pour faire ce genre d'analyse-là. C'est quand même rapide quand on n'a pas trop disons, de requis à gérer. Un papier, un crayon, on peut l'évaluer sur le coin d'une table. Ça se fait quand même relativement simplement. Puis ça permet, c'est sûr, ça permet aussi de capturer, disons, les éléments principaux, de mettre les tolérances principales sur mes dessins. Les limitations, ben c'est sûr, il y a l'aspect visuel là, qui laisse beaucoup à désirer, là, surtout quand on a beaucoup d'effets 2D ou des assemblages complexes. On voudrait voir, OK, ouais, si je change une dimension, comment ça réagit au niveau de telle autre pièce. Le visuel est inexistant dans cette approche-là. L'autre point un peu limitatif, c'est l'analyse, disons, de différents scénarios devient difficile. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Exemple, j'ai fait, disons, une douzaine de requis, une douzaine de stack-up, j'ai trouvé une solution, puis la méthode de montage a changé pour X raisons. Il y en a plein de raisons, mais les stack-up sont un peu à refaire ou à remettre à jour, mais tu en as quand même une douzaine à refaire. Fait que ça peut être quand même limitatif, là. Puis s'il y a beaucoup de requis aussi analysés, il faut être quand même bien organisé là, au niveau de la gestion des différents requis, parce que des fois, il y a des requis, je vais dire, qui s'entrecroisent un l'autre. Ensuite de ça, au niveau calcul interprétation, là, vous l'avez vu un peu avec les calculs qu'on a fait tantôt, là, on a beaucoup d'effets 2D. Là, dans deux plans, j'ai des angles qui varient, exemple, ou ça peut devenir complexe. Là, puis on n'est jamais vraiment certain d'avoir, je vais dire, tous les effets 2D. Là. Donc ça peut être un aspect, un désavantage de l'analyse. Puis vient avec ça un peu la précision des résultats. Si on s'attend, on veut avoir quelque chose de vraiment précis, on veut vraiment être confiant, puis j'ai un assemblage hyper complexe avec des effets 2D, ben c'est là que la précision peut un peu laisser à désirer. Pour pallier à ça, c'est là que ça devient intéressant de l'utiliser. L'analyse de variation 3D, c'est là qu'elle peut venir, là où l'analyse 1D devient, je vais dire, inefficace, qu'elle ne répond pas assez aux questions qu'on se pose, c'est là que l'analyse 3D devient intéressante. Le 1, c'est qu'il y a le visuel qui vient avec. Juste ça, ça l'aide beaucoup à comprendre d'où viennent les problèmes. Ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre les effets 2D, comme je disais tantôt, puis même voir 3D. Les précisions des résultats vont être c'est sûr, plus précis de par le fait qu'on est capable de tous les intégrer. Par contre, c'est sûr, ça a ses inconvénients aussi. C'est beaucoup moins accessible. Ça prend un logiciel spécialisé. Il y en existe plusieurs sur le marché. Mais bon, ça le prend quand même. Puis ça requiert une expertise aussi qui vient avec. Ça prend une expertise, disons, en BM et une expertise sur le logiciel aussi en même temps. Je dirais que c'est les principales limitations qu'on voit. En gros, comment ça fonctionne? Nous, en fait, on utilise 3DCS là, pour juste mettre le contexte. Là. Ça se peut qu'il y ait d'autres logiciels 3D qui ne fonctionnent pas exactement comme ce que je vais vous expliquer, mais nous, c'est vraiment 3DCS. Puis comment ça fonctionne, ce logiciel-là? Ben, c'est un peu différent du stack-up dans le sens qu'il ne va pas juste additionner les variations. Il va faire une simulation de Monte-Carlo, en fait, en arrière. C'est quoi le principe derrière ça? C'est qu'il va prendre, en fait, on va importer le 3D directement dans le logiciel. Puis sur chacune des pièces, je vais venir mettre mes tolérances, un peu comme qu'on a fait tantôt. Par exemple, mon bras inférieur, ben, je sais que j'ai une notion de position sur mon ball joint. OK, parfait, je vais y attacher une tolérance de position. Je vais lui donner un certain range, exemple, OK, plus ou moins 0.75, mais je vais lui dire aussi comment est-ce que je veux qu'il varie ce range. Est-ce que je veux qu'il varie au worst case? Est-ce que je veux qu'il varie selon une distribution normale? Est-ce que j'ai même assez de data de mes fournisseurs pour dire, ah oui, OK, regarde mon fournisseur, quand j'ai mesuré les 35 dernières pièces qu'il m'a envoyées sur tel autre modèle, ben, le ball joint qui varie selon telle autre distribution, ben, voici 3DCS, fais-le varier de cette façon-là. On est capable vraiment d'intégrer le data dans ce logiciel-là, c'est ça qui devient vraiment intéressant. On va mettre les tolérances sur l'ensemble de nos pièces. Puis 3DCS va vraiment venir faire varier
l'ensemble de nos pièces. La deuxième étape, on va venir, disons, assembler nos pièces directement en utilisant le 3D. Donc, je vais un peu simuler ce qui se passe sur la ligne d'assemblage. Je vais dire, parfait, j'ai un truc de localisation entre mon sous-châssis et mon châssis, aligne-toi là-dessus. Ah, il y a du jeu, OK, oui. Je considère qu'il y a du jeu entre les deux, il va venir faire bouger mes deux pièces une sur l'autre dans le jeu disponible. Puis, je vais continuer comme ça à assembler mes pièces jusqu'à temps d'avoir un modèle, disons, qui reflète mon assemblage. Puis la dernière étape, ça va vraiment venir être de, disons, OK, bon, ben, j'ai un requis de position, de variation en Y sur la surface de montage de ma roue. Ben, je vais venir créer une mesure qui dit cette surface-là ou ce point-là qui m'intéresse. Je m'attends à ce qu'il varie de plus ou moins 4. 3DCS, ce qu'il va venir faire, il va venir, bon, parfait, je vais générer une erreur sur mes pièces, je vais assembler mes pièces, je vais prendre une mesure, puis je vais recommencer ça X nombre de fois, disons 2000 fois, 10 000 fois ou un très grand nombre de fois pour venir, disons, voir de combien est-ce que ça varie mon requis. Pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner, je disais, on a le visuel, ben, chaque fois en fait, que l'assemblée bouge sur l'écran, c'est l'équivalent d'un assemblage qui a été créé par 3D6. Je vais pouvoir donner mon assemblage, c'est de voir que j'ai des petits déclash, ça impacte d'autres choses, d'où vient ma variation, c'est quoi mes effets. Donc, le visuel est vraiment intéressant. Puis, vous avez un peu les résultats aussi. Les résultats, on a en haut, on a l'histogramme. Là, c'est l'analyse worst case qu'on voit à l'écran. Vous voyez qu'il y a quand même un histogramme. Pourquoi? Parce que, ben, de un, j'ai fait 10 000 simulations, puis lui, il n'a pas mis toutes mes pièces au maximum, toutes mes pièces au minimum. Il était aléatoirement. Fait que des fois, je frappe, OK, une pièce en plus, une pièce en moins, etc. Fait que jusqu'à temps que je frappe, disons, le pire cas, qui est mon max et mon min à l'écran. C'est pour ça que c'est important de faire un grand nombre de simulations, parce qu'il faut commander que l'analyse converge vers un résultat. Par exemple, par ici, on aurait un plus 5.9 à moins 5.5. Exemple. Puis, il sort aussi, vous le voyez à l'écran, la notion de statistique là-dedans, si toutes mes pièces, disons, sont vraiment aléatoires entre min et max, je vais avoir à peu près 1,69% de non-conforme par rapport à mon plus ou moins 4 mm. Ça, c'est quand même intéressant aussi parce que quand je sais comment mes fournisseurs m'envoient les pièces, je connais un peu la variation, je peux faire des prédictions sur le nombre de non-conformes que je risque d'avoir. C'est pour les résultats. Puis en bas, le tableau que vous avez, c'est un peu l'équivalent du tableau qu'on avait tantôt. Vous avez tous les contributeurs. Puis, exemple, le premier en haut, je sais que j'ai mon bras inférieur, la position de mon ball joint, j'avais mon range, tantôt de plus ou moins 0,75, mais c'est un range de 1,5. Mais vous voyez qu'il contribue à peu près à 40% de la variation qu'on voit en haut. Que vous avez un peu l'ensemble des tolérances et des pièces qui contribuent à ce requis-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Encore une fois, là, je retombe dans l'interprétation, puis c'est à peu près la même interprétation que le 1D. Là. Disons que ce n'est pas acceptable, cet état-là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu les mêmes choses. Je peux venir soit changer les tolérances, soit changer le design, ou soit changer la méthode. La différence, un peu, c'est qu'on peut le faire relativement rapidement dans le logiciel. Par exemple, je veux changer une tolérance, je vais cliquer dessus, je vais juste changer le range, je vais changer le design. Le logiciel ne peut pas changer le design, exemple, des surfaces, ce genre de choses-là, mais disons, je voudrais réduire des jeux, je peux venir simuler, dire, OK, mets-moi moins de jeux dans ce trou-là, ou change la position d'un trou, ou il y a moyen de vraiment de bien simuler dans le logiciel, ou je veux changer la méthode, OK, disons que, non, OK, on va mettre de l'ajustement, je vais dire, parfait, je vais avoir un gabarit, je pourrais quasiment venir simuler un gabarit en créant des points dans mon logiciel, puis lui dire, regarde, ces points-là, ils varient en réalité de plus ou moins 0,2. Ça va venir en quelque sorte réduire la tolérance de mon bras supérieur. L'approche est à peu près la même. Ce qui est intéressant surtout avec ça, c'est que si j'ai plusieurs requis ou que j'en ai qui s'ajoutent, puis que j'ai un modèle qui est bâti, je peux juste, sans refaire le stack-up complet, je peux juste ajouter un requis dans mon modèle puis relancer l'analyse. Si la méthode change, OK, je peux faire différents scénarios d'assemblage dans mon modèle. Donc, c'est quand même intéressant pour ces cas-là. Donc, ça résume à peu près ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je n'ai pas vu le temps passer, je ne sais même pas combien de temps ça m'a pris, mais en résumé, les points à retenir là, qui seraient importants, là, avant de faire une chaîne de cote, il faut surtout bien connaître la méthode de montage puis les requis analysés.
faut pas se lancer, disons, dans OK, je vais analyser tous mes requis parce qu'on veut que ça marche vraiment bien. Il faut plutôt y aller dire OK, c'est quoi les éléments problématiques, par exemple, sur l'ancien modèle ou qu'est-ce qu'on veut vraiment qu'il soit bon, puis focuser sur ceux-là. Si je résume les 3 règles qu'on a vues là, au niveau vraiment chaîne de cote là, à retenir, c'est toujours utiliser des éléments physiques fonctionnels pour faire les chaînes de cote. Vraiment important. 3 manières d'optimiser le design. Lorsqu'on a les résultats et qu'on interprète, 3 manières d'optimiser. Changer les tolérances, changer le design, changer la méthode de montage, c'est 3 possibilités. Puis faire un petit peu attention à l'interprétation, worst case versus statistique. Là. Worst case, c'est vraiment un scénario, disons, pessimiste. Statistique ou statistique expansée, disons, c'est un peu plus réaliste, mais c'est surtout très réaliste si on a des données de nos fournisseurs ou des variations sur des pièces. Donc, ça résume à peu près la présentation, Martin. Ben, merci Marc, c'était très bien, puis t'es d'un temps, donc on est correct. Environ 50 minutes, donc il reste une slide, puis après ça, on va passer à la période plus de questions. Donc en gros, c'est juste faire un recap. Là. Aujourd'hui, on a vu différents trucs, on voit ce que Marc a préparé, tout ce qui est faisable en analyse de variation. On voit ici dans cette site les softwares qu'on utilise. Donc, c'est sûr que nous, on a la chance d'avoir des outils ici chez Créaform, autant au techno pour la mesure qu'à l'ingénierie pour l'analyse, les rapports d'inspection, même le design 3D. Donc, on a cette chance-là. Donc, tu sais, si jamais dans votre entreprise, vous avez des enjeux de gestion dimensionnelle, tu sais, nous, dans le fond, là, on peut l'offrir en consultation. Remarque, à la limite, il pourrait aller chez vous puis résoudre vos problèmes. Ça, c'est la façon simple. On achète une banque d'heures, on résout vos problèmes. Mais si vous voulez, vous avez les capacités à l'interne d'en faire un certain bout, ben, on peut vous former aussi sur ces certains logiciels que vous auriez ou certaines méthodologies. Puis, tu sais, pas juste un coup vous avez des problèmes. En fait, là, ce qu'on vous recommanderait, là, si jamais vous avez certains enjeux, là, idéalement, c'est des attaquants en phase de design. Puis, on avait la discussion hier avec Marc. Parce que dans notre tarte, on l'a mis l'analyse de variation un peu vers le dernier cadran, mais la réalité, c'est que, comme Marc disait, ben non, c'est pas séquentiel, c'est pas à la fin, ça se fait au début, à la phase de design, ça se fait aussi une fois qu'on a pris certaines mesures de nos pièces fournisseurs. Donc, c'est la gestion dimensionnelle, c'est un peu, puis l'analyse de variation plus spécifiquement, ça s'applique tout au long de la vie du produit. Donc, autant à la phase de design qu'une phase, un coup qui est en production, puis quand même, on est en amélioration continue pour essayer soit de réduire des coûts ou améliorer la qualité des produits qui sortent. Donc, puis on peut vous supporter, nous, à chacune de ces étapes-là en tant que consultant en ingénierie ou en formation. Donc, gardez ça en tête. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des enjeux. On va être à votre écoute. Ça va faire plaisir d'écouter vos problématiques. On est rendu à la période de questions. Donc, au niveau contenu, ça fait le tour. J'ai reçu quelques questions dans le chat. Puis là, n'hésitez pas, envoyez-en des questions, puis je vais essayer de les prendre une à une, là, puis d'être efficace là-dedans. Donc, une question, Marc, qui était arrivée un peu plus tôt, là, c'était la personne se demandait là, dans la slide où tu expliques les des différents résultats. Donc, 2.4, si on prend le 3 sigma, on avait 5.4 ou 5.6, je pense, si on prend la worst case, puis on avait 3.2 si on arrivait, en fait, tu demandais 3.6. Donc, tu demandais comment on était arrivé à ces chiffres-là à partir des 2 slides précédentes. Je ne sais pas si tu pourrais expliquer un peu plus peut-être comment on fait pour se rendre à ces chiffres-là. Oui, absolument. Ben, je l'ai pas détaillé dans le webinaire, là. En fait, ce qu'on vient faire, c'est un peu la somme pondérée, là. Vous voyez je vais essayer de mettre en mode présentation. Nos inputs, c'est vraiment la colonne tolérance, c'est la colonne poids. Là. Ce qu'on va venir faire, c'est un peu la somme pondérée de ces 2 colonnes-là. On pourrait mettre une colonne de plus, là, qui serait, exemple, la variation, là, qui serait le résultat 1.5 fois 1. Là. On aurait l'effet réel sur mon requis. C'est ces effets réels-là qu'on va venir, disons, additionner. Donc, pour un worst case, exemple, c'est tout simplement j'additionne, je fais une somme là, simple de ces variations-là. Pour le statistique, ben là, c'est la somme des variances. Là. Donc, je vais prendre mon résultat de variation, je vais le mettre au carré, je vais additionner tous mes carrés, je vais faire la racine de ce résultat-là, puis je vais avoir mon résultat statistique. Donc, pour le détail, disons, de ces calculs-là, c'est quand même assez accessible. Là.
si vous fouillez un peu sur le web, là, dire worst case tolerance stack-up, vous allez avoir un peu le détail de la formule ou statistical tolerance stack-up. Dans les ligues, c'est quand même assez répandu. J'espère que ça répond à la question. Ben, ouais, je pense que oui. Puis, c'est effectivement, dans le cadre du webinaire, je comprends qu'il faut prendre des shortcuts, là, puis on ne fait pas nécessairement le détail complet. La même personne a quand même plusieurs questions. En fait, c'est drôle, ça là, c'est une question qui est moins technique, mais qui est quand même, je trouve, intéressante. C'est la personne demande, qui devrait être responsable dans une entreprise de faire justement la gestion dimensionnelle ou les analyses de variation dimensionnelle. Selon toi, c'est qui, puis selon notre expérience aussi de nous, ce qu'on voit, là, c'est qui devrait prendre cette responsabilité-là? Comment tu vois ça, toi, Marc, pour les entreprises, mettons? C'est une très bonne question, ça. C'est sûr que ça dépend beaucoup de la réalité de certaines entreprises. Là, puis, moi, le réflexe que j'ai, exemple, on voudrait analyser, disons, un système de porte sur un véhicule ou un système de fenêtre. Quand on conçoit un produit, souvent, il n'y a pas seulement un seul ingénieur ou concepteur. Là, il y a comme le véhicule est un peu splitté en workpack. D'analyser, je vais dire, l'EDM d'une porte, d'un système de suspension ou la personne la mieux placée pour faire cette analyse-là, c'est la personne responsable du design de cet élément-là. Fait que ça, en termes de système, si je regarde juste un système à la fois, les chaînes de code internes au système, l'ingénieur ou le concepteur, ou même, ça pourrait même être, je dirais, la personne qui va être responsable de l'assembler ou de définir la méthode de montage. Ça peut peut-être être des candidats qui sont responsables de faire le stack-up. Là où est-ce que ça devient un peu moins clair, c'est quand on veut analyser qu'est-ce qui se passe entre deux systèmes. Par exemple, mon système de porte, OK, ouais, mais il touche à mon système d'habillage, il touche à mon système de. J'ai certains requis, tu sais. C'est là souvent que, vu que les gens travaillent vraiment en système dans la plupart des entreprises, c'est là souvent qu'il y a un manque ou qu'il y a une équipe dédiée, disons, en intégration ou en assemblage ligne finale. Fait que là, on tombe un peu plus vers des gens disons, des gens de méthode ou de génie manufacturier qui pourraient être responsables justement de faire ces chaînes de code-là. Ça dépend vraiment de l'ampleur de l'entreprise, puis du split, je vais dire, de pièces. Là. Mais c'est à peu près ça, là, je dirais. Là. Puis, tu sais, si on parle de ce que nous, on voit, là, parce que là, entre l'opinion qu'on a de qui devrait être responsable puis de ce qu'on voit au marché, tu sais, des fois, il y a des variations justement selon le type d'entreprise puis les cadences de production. Tu sais, dans l'automobile, il va y avoir des équipes dédiées de gestion dimensionnelle dans les entreprises puis ils sont transversales. Donc, ils vont s'adresser aux différentes personnes parties prenantes là, qui ont soit à faire le design, soit à faire l'assemblage ou à faire la fabrication de certaines pièces. Donc, les outillages. Donc, tu sais, on s'entend que ça vient toucher à beaucoup de gens dans tout C'est pour ça qu'on dit un peu en début de présentation, le DM, ça touche à beaucoup de sphères dans une entreprise. Là. Donc, si on a une grande entreprise, on fait des cadences élevées puis qu'on a quand même des assemblages de assez bonne dimension, une équipe transversale, c'est peut-être la meilleure des solutions parce qu'on va avoir une connaissance plus approfondie, des outils plus développés, puis on va pouvoir conseiller les différentes personnes, puis un peu jouer l'arbitre là-dedans. On comprend qu'il y a des requis fonctionnels, mais on comprend aussi qu'il y a des requis soit de prix ou de capacité de qualité pour livrer de la qualité aussi à l'assemblage. Donc, c'est un peu ça que nous, on voit. Fait que dans les grandes entreprises, on va avoir des équipes dédiées, puis dans les plus petites entreprises, souvent, ça va remonter au design. C'est drôle, la semaine dernière, j'avais une discussion avec un de nos clients historiques, une personne que je ne connaissais pas de chez client qui nous a contacté suite au premier webinaire. Puis moi, je connaissais d'autres personnes qui étaient plus en conception, en ingénierie mécanique dans cette compagnie-là. Puis j'ai dit, ben, lui, il avait des enjeux. Il dit, ouais, je pense qu'il y a des gens dans ce groupe-là qui ne comprennent pas mes problématiques. Puis je dis, ouais, ben, tu sais, rendu là, il faut qu'on s'assoie tout le monde ensemble parce que s'il n'y a personne chez vous qui en est responsable, tout le monde sort pitch à balle, le design, il fait un concept, il descend ça plus bas, puis c'est toujours la production qui va se ramasser avec le problème au final, puis qui va essayer de trouver des solutions. C'est sûr qu'ils ne rencontreront pas le requis, ils vont faire des changements d'ingénierie, mais non, vu que je suis pas le requis, change les valeurs. Donc, tu sais, je pense qu'il y a comme une notion de discussion aussi entre les différentes parties prenantes là, dans ces entreprises-là. Puis des fois, ça va avec l'ampleur de l'entreprise qui est des fois, les gens sont à mi-chemin en tête. Avoir une équipe dédiée ou avoir des gens responsables de ça dans différents groupes. Fait que, il n'y a pas de réponse parfaite dans ce cas-là. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est les concepteurs, ingénieurs qui travaillent sur le produit, qui vont faire cette analyse-là. Mais les problématiques et les requêtes viennent souvent plus des gens de production.
parce que c'est eux qui ont les problèmes, en fait, où ils se ramassent avec Ouais. les problèmes qui ne rencontrent pas les requis. Donc, fait que c'est qui devrait être responsable? Ben là, c'est le boss qui décide. Puis sinon, une question qui est quand même touchée puis qui revient à tous les webinars quasiment, c'est est-ce que c'est possible de faire de l'analyse de variation de ce type-là avec des pièces flexibles, peut-être dans le software? En tout cas, Marc, peut-être tu peux répondre. Ouais. C'est quand même... Les pièces flexibles, là, c'est tout le temps un enjeu, là. Les pièces flexibles, là, oui, c'est possible de faire l'analyse de variation. Puis en fait, oui, il faut la faire. C'est pas parce qu'on a une pièce flexible qu'on la fera pas. Mais c'est que les pièces flexibles, ils ont comme un requis de plus là, qui arrive, là, c'est au niveau de la déformation ou du stress qui va être induit dans la pièce. Par exemple, quand on vient assembler des pièces, là, ben, j'ai un datum primaire, j'ai un datum secondaire, j'ai un datum tertiaire. Fait que quand j'ai des pièces rigides, ces 3 datums-là sont suffisants pour tenir la pièce. Une pièce flexible, ça va me prendre plus de points de contact, puis je vais devoir la conformer. C'est là que l'analyse de variation sur ces pièces-là devient intéressante, dans le sens que, disons que j'ai un 7e point de contact, là, je suis hyper statique, puis ce point de contact-là sur ma structure, il varie beaucoup, ben, ça va induire nécessairement beaucoup de déformés sur ma pièce. C'est là que probablement qu'elle va subir des niveaux de stress qui sont peut-être inacceptables. Tu sais. Fait que, oui, il faut le faire, mais c'est qu'il y a un volet stress qui s'ajoute à l'analyse. Exact. Ça demande une petite coche de plus, si on veut. Là. Puis dans les outils aussi, là, dans le fond, fait que selon les outils que vous avez à l'interne là, pour calculer la variation d'une pièce, par exemple en flexion ou en compression d'une pièce flexible qui a une forme 3D, ça demande un minimum de logiciel qui est capable de faire ces calculs-là pour valider, pour aller voir c'est quoi le stress qui va être induit. On va imposer le déplacement, mais on va aller valider le stress qui est induit dans la pièce. Exact. Sinon, j'ai une question c'est est-ce qu'on peut inclure les incertitudes de mesure dans vos modélisations? J'imagine qu'on parle peut-être plus de 3DCS, là, mais Ouais, ça, même, dans 1D aussi, ça pourrait se faire, là, mais ouais, c'est une autre très bonne question, là, les incertitudes de mesure. Puis tantôt, Martin, tu parlais qui est responsable là, du DM. Là. Tantôt, j'allais le dire, mais je vais le dire là. Il y a comme 3 intervenants, là, puis ça rejoint un peu ce point-là. C'est que comme tu as l'ingénierie, tu as le département, disons, de méthode ou de génie manufacturier qui va faire l'assemblage. Puis tu as souvent les gars de qualité, là, ceux qui vont devoir mesurer ces affaires-là. Là, j'ai beaucoup parlé de capacité de procéder, mais idéalement, on va être capable de mesurer aussi. Les incertitudes de mesure, c'est un point quand même intéressant. Puis si on suit, mettons, le process, normalement, les incertitudes de mesure, tu sais, ce qu'on dit, c'est la règle du 10, en gros. Là. OK, je mets une tolérance, ben, pour être capable de la mesurer, il faut que mon instrument soit 10 fois plus précis. Puis c'est quand on commence à resserrer des tolérances, mettons, dans des domaines très, très spécifiques, mettons l'aéronautique ou ce genre de choses-là, ben, des tolérances très serrées de 1-2 millièmes, mesurer ça, ça demande un effort quand même vraiment énorme. Puis c'est là qu'à cause, par exemple, par 3DCS, disons que je connaîtrais l'incertitude d'un instrument de mesure, puis je dis, OK, ben, quand je vais mettre une tolérance, mais je vais rajouter probablement une erreur de lecture à cette tolérance-là. On peut l'intégrer dans 3DCS. C'est pas, le logiciel n'est pas conçu pour, je veux dire, il n'y a pas une option dans 3DCS qui dit mets l'incertitude de mesure. Ça va se passer dans la distribution statistique qu'on va considérer. Mais ça peut s'intégrer, en effet. ouais, c'est une bonne question. Puis, tu sais, dans les prochains webinaires, là, on est en train de travailler sur un futur webinaire. Puis, là, nous, on est Créaform Ingénierie, mais on est quand même chez Créaform, puis il y a des instruments de mesure. Nous, on appelle ça la division technologie, mais on développe des instruments de métrologie. Puis, le prochain webinaire va être un peu plus axé justement sur la mesure en soi, donc les équipements, puis comment on prend les mesures, puis comment on interprète, en fait, les dessins, puis comment. Fait que ça peut peut-être répondre aussi à cet aspect-là. Là. Donc, on va couvrir un peu plus l'aspect mesure dans un prochain webinaire fort probablement. Là. Donc, ça vous intéresse. Stay tuned. On va sûrement adresser ces points-là. Ce qui peut être intéressant, là, mettons, je reviens sur la question rapidement, là, mettons qu'on dirait, hey, j'ai des tolérances serrées partout, puis on réalise, OK, non, mes instruments sur ma ligne, je veux contrôler ça, disons, avec des instruments un peu moins précis. Quel est le risque, je vais dire, de déclarer Ouais. des pièces non conformes? En Ouais. fait, quel est le risque de déclarer des faux négatifs? Là? Ouais. Ouais. C'est quoi l'impact sur mon produit? On pourrait l'évaluer dans 3DCS, par exemple. Ouais. Ça peut se faire. Ouais. Puis on utilise différents, on dit 3DCS, puis il y a PodWorks aussi d'un côté qui est capable de faire des études statistiques aussi. Fait que il y a un bridge, puis il y a même quelqu'un qui posait la question, est-ce que 4CV5 est capable de faire de l'analyse dimensionnelle un peu comme 3DCS? Je sais, j'ai pas la réponse, c'est sûr que 4 fait beaucoup de choses. Nous, on a tous ces logiciels-là. On n'a pas choisi 4 c'est sûr. Fait que Marc, je sais pas, je sais que tu avais fait peut-être une recherche un peu plus au niveau des Ouais, logiciels.
ce que chacun des logiciels pouvait faire. Nous, on a choisi 3DCS, fait que j'imagine que tu avais regardé ce que Katia peut faire. Katia, je pense même pas qu'il offre un module. Peut-être qu'il offre un module, disons, je vais dire de base, là, un peu comme SolidWorks, il y en a un, c'est Toll Analyst. Par contre, il est très limité. Puis, je dirais, il se limite principalement à faire des stack-up 1D. Si je fais ça simple comme ça, là, il n'est pas aussi, je vais dire, pointu que 3DCS peut l'être. Puis, exemple, 3DCS, par contre, ça, c'est des modes, c'est un logiciel, OK, oui, il y a une version standalone, mais c'est un add-on dans Katia. Ça peut être un add-on dans Katia, ça peut être un add-on dans SolidWorks, ça peut être un add-on dans peu importe le software. Mais à moins, écoute, qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau qui est sorti chez Katia, là, moi, Katia ne peut pas faire ce que 3DCS fait. OK. Puis, ouais, c'est exact. En tout cas, je pense que si on a choisi cette option-là aussi, c'est parce qu'elle en permettait beaucoup plus, sûrement. Donc, parce qu'on a déjà beaucoup de sièges Katia ici chez Caraform, donc on s'est sûrement posé la question. Puis, j'imagine que tu parles de SolidWorks, tu as la Toll Analysis, je pense, c'est Toll Analyst ou Toll Ouais, Analyst. Puis, ouais, puis, tu sais, mais on voyait plutôt dans ta présentation l'ensemble des. Quand tu fais une analyse dans 3DCS, l'ensemble de toutes les possibilités, en fait. Donc, il y a comme un processus itératif où le chef va venir calculer l'ensemble des possibilités pour l'ensemble des mesures, des tolérances qu'on a sur l'assemblage. Donc, ça prend des softwares qui sont souvent plus dédiés pour faire ce type d'analyse-là. Je ne sais pas si c'est lié à ce que tu disais peut-être dans une de tes slides sur comment un peu fonctionne 3DCS, là, mais je ne suis pas sûr que les softs de conception à la type Katia ou SolidWorks a ces modules-là dedans. Donc, sinon, là, il y a eu quelques questions. Ça peut prendre combien de temps faire, comme ce qu'on a vu, une analyse de variation comme on a vu aujourd'hui? Ça peut, combien de temps ça peut prendre en effort pour faire ce type d'analyse-là? Ça dépend je vais dire, de la complexité de l'assemblage. C'est une réponse plate. Exemple, si j'ai un modèle comme qu'on a vu aujourd'hui dans 3DCS, je vais avoir une idée de combien ça va varier. Un modèle comme ça peut se monter en 8 heures. Mais exemple, si je commence à rajouter de la complexité à tout ça, je dis OK, non, j'ai d'autres requis, la méthode va changer. Ou disons, je vais analyser mon véhicule complet, ça peut monter beaucoup, là, ça peut monter sur plusieurs centaines d'heures. Un modèle 3DCS. C'est vraiment en fonction de la complexité, du nombre de pièces et de la complexité de l'assemblage. Super, merci. Sinon, il ne semble pas avoir d'autres questions. Il est midi 10. Les gens doivent avoir faim à les dîner, donc ça fait le tour pour aujourd'hui. De toute façon, s'il y a d'autres choses, on va rester disponible. Je pense que je ne sais pas si on avait mis dans la prochaine slide ou des fois on met nos adresses. Ouais, c'est ça. Donc, on voit nos adresses ici, caraformingénierie.com, puis nos adresses personnelles, même à moi et Marc. Donc, puis Caraform Ingénierie, le site web et le LinkedIn reste disponible. Donc, si jamais il y a de quoi, vous pouvez toujours nous recontacter. La vidéo va être disponible sur notre site web dans les prochains jours, l'enregistrement de la présentation. Puis il y a les deux autres aussi qu'on avait fait avant qui sont là pour ceux qui n'auraient pas suivi. Puis il y a le sondage quand vous allez fermer quand vous allez fermer la présentation, vous allez avoir un sondage si vous pouvez prendre un peu moins, ça doit prendre 2 minutes à remplir. Nous, ça nous aide beaucoup pour les prochains webinaires qu'on fait pour faire du contenu qui est plus axé sur ce que les gens, ce qui intéresse les gens. Donc, ça, c'est très apprécié. On vous remercie de votre attention et de votre présence à notre présentation. On espère vous revoir dans une présentation future. Merci beaucoup. Oui, merci tout le monde.